le vers toi, Lisa. Donc Human Centered Design. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle déjà qui connaissent, qui ont déjà vu ça, Oui, non, personne? Non, non, personne. Alors ça m'arrange parce que justement, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de ce truc que vous voyez à droite, qui est un livre téléchargeable gratuitement sur Internet, donc Human Centered Design Toolkit, qui est édité par la société IDEO, que je vais vous présenter juste après. Je ne vais pas vous en parler de suite. Je vais commencer ça après. D'abord, je vais peut-être me présenter. Donc, Julien Perdriel. J'ai intégré en 2009 une école qui s'appelait encore l'Institut de Cognitif. Il y avait ça m'a fait plaisir en fait de déposer ce logo que je ne vois plus sur ce slide-là. Donc, j'ai intégré ça en 2009. J'ai été diplômé en 2009. Par la suite, j'ai continué une année mes études au sein de l'IAE de Bordeaux, dans lequel j'ai pu faire un Master 2 Administration des entreprises, donc expérience totalement complémentaire au cours de laquelle j'ai découvert la comptabilité, la finance, des choses que je ne connaissais absolument pas, qui par la suite m'ont été utiles. Et en novembre 2010, j'ai intégré la société Harris-Moore en tant qu'architecte ergonome. Voilà. Et donc, ça a été le début donc, de mon expérience professionnelle comme consultant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Donc d'abord, revenons à ce que je voulais dire au départ, à savoir ce Human Centered Design, c'est lié en fait à ce projet-là. Donc vous pouvez le télécharger à l'adresse qui est présente là-haut. S'il y en a qui veulent le télécharger, il suffit juste de se loguer, vous pouvez le télécharger. Alors pourquoi ils ont créé ça, IDEO? Donc IDEO, il y a deux choses. C'est une entreprise qui à la fois fait du business, avec consultants qui sont là pour vendre de l'innovation, créer de l'innovation dans les projets. Et à côté de ça, il y a une fondation IDEO. Ils sont là en fait pour promouvoir la conception centrée humain dans les organisations non gouvernementales. Donc typiquement, en Afrique, il va y avoir un projet, je sais pas, de prévention du sida par exemple, mais eux vont arriver et ils vont mettre en place des méthodologies qui sont centrées humain. Alors qu'est-ce que c'est le centré humain? Donc, je vais y venir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc, pourquoi vous pouvez utiliser ce qui a marqué dans ce bouquin-là? C'est pour faire plein de choses, de la conception de produits, de la conception de services, de la conception d'organisation. C'est vraiment des méthodes qui sont macro. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement cette démarche-là, elle peut venir en complément d'autres démarches. Moi, ça a été mon cas sur mon projet. Alors, ce qui est présent dans ce bouquin, c'est à la fois donc, cette stratégie macro que je vais vous présenter là, et c'est également des outils concrets que vous pouvez utiliser dans les projets. Ça ne s'arrête pas uniquement à vous dire ça serait bien que vous fassiez ça, ça serait bien que vous fassiez ça. Vous avez ça à faire, et pour faire ça, vous avez différents outils qui existent et qui sont à votre disposition. Et on vous explique comment on peut les utiliser. Et en plus, dans le bouquin, vous avez des cas concrets d'utilisation de ces outils-là. Alors, les principes sous-jacents à cette démarche-là. Alors, le premier, c'est que les gens sont des experts. Personne n'est mieux placé pour aider à trouver la solution à un problème que celui qui vit le problème quotidiennement. Ils sont présents tout au long de la conception. Alors, je ne sais pas déjà s'il y a des réactions par rapport à ça. Moi, ça me va de dire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec éventuellement ce postulat-là? C'est un des postulats de la méthode, de dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce qu'on va fabriquer et on estime que ce sont les plus qualifiés pour nous aider à créer ce produit. Ça va? Il y a des... Non? Et le deuxième postulat, c'est que la démarche HCD, donc Human Centered Design, aide le facilitateur. Donc le facilitateur, c'est la personne qui va animer l'équipe de conception à structurer le travail de conception avec les gens. Il est nécessaire d'adapter la méthode au contexte. Ça, c'est très important. Vous le savez autant que moi, c'est des choses qu'on voit dans nos cours d'ergonomie à l'ENSC maintenant. Et donc cette méthode de conception centrée humain peut être mixée avec d'autres démarches. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc deux éléments de structuration de la démarche. Donc ça, c'est une première vue. Alors, on y voit quelque chose là, parce que j'ai l'impression qu'on n'y voit rien. On n'y voit rien. Donc en gros, normalement, il y a ici trois gros cercles en fait. Avec, bon, je ne sais pas si ça avait amélioré, j'avais mis des couleurs un petit peu fades, du coup on n'y voit pas forcément
Ouais, ça n'améliore pas le... Donc imaginez que vous aviez donc trois grands cercles, donc un cercle désirabilité, un cercle faisabilité et un cercle viabilité. Donc en fait, qu'est-ce que propose donc la démarche HCD? C'est que ce qu'on va concevoir, dans cette démarche-là, ils appellent ça un design challenge, ce qu'on va concevoir, on va l'examiner sous trois aspects. Un aspect, est-ce que ce truc-là qu'on est en train de concevoir, il est désirable? Est-ce que les gens vont en vouloir? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce que, on en parlait tout à l'heure, la faisabilité technique, est-ce qu'à un moment donné, les gens le veulent, c'est super, mais au final, c'est pas quelque chose de faisable? Et est-ce que c'est viable? C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que les gens veulent, qu'on peut réaliser aujourd'hui, mais au final, sur le long terme, c'est pas quelque chose qui va être intéressant. Et donc, on va pas uniquement avoir une réponse forcément à une problématique. On peut avoir plusieurs solutions, et chacune de ces solutions, on va l'examiner avec ce spectre-là. On va se dire, est-ce que c'est désirable, est-ce que c'est viable, est-ce que c'est faisable? Et donc, là où les solutions possibles devront être à l'intersection de ces trois cercles-là. Voilà. Ça va? Donc ça, c'est un des fondements en fait, de la démarche. Et quand j'ai traîné un peu sur le web, et on découvre en fait... donc ça, je crois que c'est les mines, je ne suis pas sûr. Au sein d'une école, en fait, ils ont repris ce schéma-là, et ils ont ajouté des petites choses à ce schéma, en disant que la désirabilité, c'est surtout les gens qui vont la fixer, que la faisabilité, elle est essentiellement technologique, et que la viabilité, alors oui, ils parlent de business, c'est-à-dire qu'ils le voient dans un sens très, comment dire, au sein d'une entreprise, quoi. On va concevoir quelque chose, et est-ce que c'est rentable d'un point de vue business. Voilà. Et ils ont également défini des innovations qui ne sont pas... donc ici, ils parlent d'innovation expérientielle, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure au centre. Et ils ont défini toutes les intersections qu'il peut y avoir entre les cercles. Donc vous allez avoir de l'innovation fonctionnelle quand on crée quelque chose qui est désirable et qui technologiquement est évolutif. Il y a des innovations émotionnelles également. Donc là, c'est plus des histoires de marque. On va créer une nouvelle marque et ça va générer chez les gens quelque chose de différent de ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Et enfin, ils identifient des innovations au niveau processus quand, avec de nouvelles technologies, on va modifier la manière dont on fait les choses. Voilà. Donc ça, c'était ces deux slides-là, le premier élément de structuration de la démarche que je voulais vous présenter. Le deuxième élément, c'est celui-là. Donc ça, on a dit que chaque solution va être examinée selon 3 points de vue. Mais dans le temps, comment est-ce qu'on va progresser dans la conception d'un produit? Donc là, si je ne me trompe pas, on n'y voit toujours rien. Donc en fait, il y avait trois grands rectangles. Vous les voyez à peu près là, les 3 grands rectangles. Donc en fait, c'est les 3 grandes phases que la méthode de structuration identifie. Donc la première phase qui va être une phase essentiellement d'écoute, une deuxième phase de création des solutions et une troisième phase de, une fois qu'on a imaginé ce que ça pouvait être et puis qu'on a peut-être prototypé un peu, on va y aller et on va créer et on va mettre en place et on va déployer auprès de la population cible. Donc moi, par rapport à mon expérience, c'est surtout la première phase en fait, qu'on a pu mettre en place de manière déguisée. C'est pas quelque chose on n'a pas dit à un moment donné, ok on y va, on utilise cette méthode-là, mais c'est quelque chose de sous-jacent. Vous allez voir dans les outils qui sont présents en fait, dans cette phase-là. Je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai pas utilisé, tout le reste on a pu les tenter, les essayer et les utiliser en fait dans le projet. J'ai jamais fait cette phase-là, Deliver, et Create, on avait commencé un petit peu, on a fait une erreur dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a fait que en fait cette phase-là, c'est pas très bien passé. Voilà. Donc je vais approfondir la première phase, la phase d'écoute. Donc qu'est-ce que vous trouverez dans ce bouquin que je vous encourage fortement à télécharger? C'est ça en fait. Dans la première phase d'écoute, vous trouverez des éléments de méthode. Donc identifier un design challenge. Alors qu'est-ce que c'est un design challenge? Ce que je vous disais, c'est ce qu'on a à concevoir. Ça va être clairement de se dire, vous avez peut-être quelqu'un en face, et moi ça a été typiquement mon cas dans le projet sur lequel j'étais, qui a une idée de ce que c'est que le problème, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose à faire, mais il ne peut pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est quoi la solution? Il n'est pas dans... Il ne sait pas trop, quoi. Il se dit, oui, il y aurait peut-être de ça à faire, il y a peut-être de ça, mais je ne suis pas sûr. Donc, il va y avoir à identifier tous ces trucs-là qui sont possibles, que la personne juge comme étant désirables, justement, et les collecter. On est dans une première phase où il va falloir vraiment collecter des choses.
Identifier donc les connaissances existantes. Peut-être que nous on arrive, il y a des choses de fait au préalable et qu'au final peut-être il y a des choses à récupérer, on ne part pas de rien. Parfois c'est un problème. Moi typiquement aujourd'hui je suis sur un projet sur lequel on arrive et j'ai 1 giga de données qui nous tombent dessus, où ça fait 2 ans, il y a plein de gens qui ont fait des choses dessus. Au final, moi je suis concepteur, qu'est-ce que je dois aller voir en premier, par où je prends le bout. Donc ça c'est un des travaux à faire dans cette phase-là d'écoute. Et enfin, identifier les gens à qui parler. On parle souvent de key users, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot. Quelles sont ces personnes-là qui vont pouvoir vous aider à concevoir vraiment ce qu'il y a à créer, le design challenge. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, cette méthode, on aurait pu penser qu'une démarche s'en tienne là et dise, bon, ben voilà, vous avez ça à faire et puis basta. Et en fait, ça va plus loin que ça, vous avez des outils d'investigation. Donc on dit, pour faire cette phase-là d'écoute, tu as différents outils qui sont à ta disposition, qui sont les interviews. Donc nous, ça a été l'outil principal qu'on a utilisé sur la mission dont je vais vous parler juste après. Ça a été vraiment un révélateur de besoins, de culture de l'entreprise, de vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées grâce à ça. Des ateliers, donc travailler avec les gens pour concevoir avec eux, de l'immersion. Alors l'immersion c'est très particulier à leur cas à eux, qui était de l'immersion dans la société, quoi. Ils conçoivent des choses qui ne sont pas uniquement à but lucratif. Ils vont par exemple aller passer 5 jours chez un fermier pour comprendre comment il travaille au quotidien, quels sont ses soucis. Parce qu'ils estiment que peut-être le premier jour, il ne va pas vouloir nous dire tout ce qui ne va pas, il va peut-être être méfiant, donc par la suite, il parlera peut-être plus. Donc du coup, on va aller vraiment se mettre dans la société, nous, concepteurs. Voilà, se mettre chez l'habitant, par exemple. L'autodocumentation, là, c'est... alors ça, c'était très drôle. Vous verrez dans le bouquin, il y a un appareil photo, en fait, et il y a des prescriptions qui sont données, on les distribue aux gens, les personnes dont je parlais tout à l'heure, puis on leur dit photographiez quelque chose que vous aimez, photographiez quelque chose qui vous sert tous les jours, photographiez quelque chose à quoi vous tenez. Et donc les personnes doivent prendre des photos comme ça et puis envoyer ça au concepteur. L'idée c'est vraiment tout ça, c'est qu'à la fin le concepteur, tout comme d'autres méthodes que vous connaissez, les personas, des choses comme ça, il arrive à avoir en tête c'est quoi mes utilisateurs finaux et de quoi ils ont besoin, sans avoir par la suite, dans la phase de création, à toujours devoir revenir vers eux. Donc trouver des idées dans d'autres contextes, donc ça c'est typique de l'innovation, hein, c'est le fait d'aller voir ailleurs dans d'autres... je sais pas, j'ai un projet, c'est dans de la finance, je vais aller voir dans l'agriculture quelque chose et puis tout à coup je vais m'apercevoir qu'il y a un pont entre deux idées. Voilà, et un outil aussi qui est particulièrement utile, donc ça c'était le deuxième type d'outil, les outils d'investigation. Vous avez le troisième type, outil de préparation de l'équipe, de conception. Ça c'est fondamental. C'est fondamental et on y coupe rarement parce que on sort du sérail de l'ENSC ou de l'IDC, on est sur toutes ces méthodes-là. On comprend bien pourquoi il faut prendre en compte l'utilisateur dans la conception d'un produit. Pour nous, c'est quelque chose d'assez évident, mais on est amené au cours des projets qu'on fait à travailler avec des gens pour qui c'est pas forcément évident de prendre en compte l'utilisateur et de se dire que ça sert à quelque chose. Et d'autant plus quand on est expert dans un domaine particulier et qu'on se dit que grâce à son expertise, on va concevoir le bon produit. Et que finalement, l'utilisateur, on va aller l'écouter, mais c'est toujours en regard de l'expertise qu'on a. Et ça a été un travail énorme d'apprendre aux différentes personnes qui faisaient partie de l'équipe de conception. On a tenté, je ne dis pas qu'on a réussi, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile, d'arriver à être vraiment dans une position d'écoute vis-à-vis des personnes avec qui on travaillait. De ne pas être uniquement dans... il est en train de me dire quelque chose et puis de temps en temps il y a des éléments qui vont sortir et qui vont être utiles pour concevoir le produit. Donc je vais les prendre et puis je vais les lier à mon expertise, mais à vraiment tout récupérer. Il y a peut-être des choses que je ne perçois pas de suite qui par la suite vont nous servir et vont être utiles. Et donc ça a été super difficile. Apprendre aux gens à écouter et à sortir de leur expertise et à poser des questions qui peuvent parfois être... C'est d'ailleurs comme ça qu'il les qualifie, naïfs. C'est-à-dire de dire, attendez, je ne comprends pas, et de ne pas avoir peur de dire à la personne en face qu'on ne comprend pas, et lui demander, pourquoi vous faites ça? Pourquoi je ne comprends pas ce concept-là? Par la suite, j'ai un exemple de choses comme ça. Je vais vous montrer ça de suite d'ailleurs. On en vient donc au retour d'expérience par rapport au projet dont je vous parlais. Donc là, le but, c'était de mettre en place
un référentiel produit groupe. Alors le référentiel produit groupe, c'est quoi? Donc ce que je vous disais tout à l'heure, une boîte ADO avec différentes pas filiales, c'est chaque comment dire, je ne voudrais pas employer le terme de business unit, mais chaque magasin, chaque grosse typologie, Leroy Merlin, Bricoman, s'adresse à des gens qui ont enfin, une cible différente. Et à la base, ce n'était pas la même boîte, c'est quelque chose qui est venu après. Donc on a affaire à une entreprise dans laquelle il y a un regroupement qui est fait a posteriori. Et donc chacun a sa culture, chacun travaille aujourd'hui dans son coin et chacun a son référentiel. Alors qu'est-ce que j'entends par référentiel? C'est je vends des perceuses, aujourd'hui j'ai dans mon référentiel la perceuse Tartampion. Et bien, chez Bricoman, il a peut-être la même perceuse que lui, mais il ne le sait pas. Parce que historiquement, ils travaillaient chacun de leur côté, ils se fournissaient chacun de leur côté, c'est pas quelque chose qui a été partagé. Et donc notre job à nous, c'était de se dire, est-ce qu'à un moment donné, on est arrivé, et ils se sont dit, c'est dommage quand même, parce que nous on achète ce produit-là, lui aussi, et au final, on ne sait pas qu'on l'achète ensemble, on ne peut pas arriver à voir qu'on lâche tous acheter, qu'on peut peut-être l'acheter en commun, et donc on perd beaucoup. Donc comment est-ce qu'on pourrait arriver à mettre ça en place sans pour autant perdre en compétitivité, toujours rester dans... Il faut que ce soit accepté, c'est très important que le métier donne son avis, il ne faut pas que ça vienne perturber le business. C'est vraiment quelque chose à mettre en place petit à petit. Donc au début, comme je vous disais tout à l'heure, les buts étaient multiples. On était sur quelque chose... c'était flou en fait, il n'y avait pas une cible claire, affichée, on veut ça. C'est venu petit à petit, à force de faire des interviews notamment, dans lesquelles, donc là ça a été une méthode qui n'était pas utilisée jusqu'à présent dans la société dans laquelle je suis arrivé, qui était, je suis arrivé, j'ai pris mon BlackBerry, je l'ai posé sur la table et j'ai commencé à enregistrer. Alors j'ai eu de la chance, le contexte professionnel dans lequel j'étais me permettait de pouvoir enregistrer des conversations, à retranscrire l'intégralité de ces conversations sur du papier et de pouvoir par la suite classer des éléments. Ça c'était plutôt du métier que tu étais en train de m'expliquer, ça c'était plutôt des concepts, des définitions, voilà. Donc j'avais cette chance-là aussi d'être dans un contexte qui permettait de pouvoir dérouler ça. Donc j'en viens maintenant au lien qu'il peut y avoir entre ce que je vous raconte sur ma mission et le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, qui est qu'à un moment donné de ma mission, j'ai découvert ce bouquin-là, je commençais à lire, j'ai dit mais attendez, ces méthodes-là, on les utilise, on est en train d'utiliser, qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire d'une manière différente et apporter de nouvelles visions en fait, aux gens avec qui on travaillait. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de réaliser des interviews. Donc le concept métier, en fait, quand je vous disais, il y a des moments dans l'interview, il ne faut pas hésiter à la personne de lui dire je ne comprends pas. Dans le bouquin que je vous dis de télécharger, il y a un truc qui parle des 5 whys, des 5 pourquoi. N'hésitez pas à demander 5 fois pourquoi à la personne quand vous discutez avec elle pour être sûr que vous avez bien compris. Et typiquement, habiller un produit, c'est quoi? Quand on n'est pas dans la grande distrib, et d'ailleurs dans leur entreprise, parce que c'est chez eux, hein, donc c'est un truc c'est culturel, qu'est-ce que c'est habiller un produit? Habiller un produit pour eux, c'était lui trouver une place dans l'entrepôt. Voilà, donc c'est des trucs qui ne s'inventent pas. Et il y a des fois, moi je travaille avec on n'ose pas poser la question. On se dit non, on prend ce qu'on comprend et puis c'est tout. Alors qu'en faisant ça, on s'imprègne vachement de la culture et on comprend l'impact, l'importance de la culture. J'étais dans une entreprise dans laquelle la culture était forte, quoi. Il y avait vraiment des cultures très fortes. Quand ils ont été, la petite anecdote, quand ils ont été s'implanter en Espagne, les Espagnols, on leur parlait de almacén, voilà. C'est le terme espagnol pour dire entrepôt. Et en fait, quand vous allez voir les gens de cette entreprise-là et que vous leur parlez d'un projet almacén, ils ne comprennent pas parce que, en fait, toutes les formations ont été données avec le mot entrepôt. Donc du coup, ils ne parlent pas d'almacén, en Espagne, ils parlent d'entrepôt. Voilà. Donc du coup, tout l'impact que ça peut avoir, ça. Et si on n'a pas ces éléments-là au départ, quand on va concevoir quelque chose, on sera forcément à côté de la plaque. Pas forcément dans ce qu'on a conçu, mais de la manière dont on va communiquer sur ce qu'on a conçu, c'est forcément en décalage avec ce qui était attendu, puisqu'on n'a pas les mots, on n'a pas... Et enfin, moi, je remarque aujourd'hui que c'est quelque chose de récurrent. Et c'est pas quelque chose qui est suffisamment pris en considération dans tous les projets. Le fait de se dire, on n'a pas un vocabulaire commun, on n'est pas en train de parler de la même chose alors qu'on utilise le même mot. Et moi, je l'ai rencontré, ne serait-ce que le mot référentiel. Un référentiel, c'est quoi?
je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail de ce que c'est un référentiel, mais entre une vision informatique de ce que c'est et une vision métier de ce que c'est, il peut y avoir un écart énorme, ce qui fait qu'après, dans des organisations, différentes équipes ne se parlent plus parce que derrière, elles disent « ça c'est du référentiel ». Non, c'est pas du référentiel en fait. C'est vraiment, ça peut être vraiment problématique, quoi, des langages qui sont complètement disparates. Donc voilà, donc je vous ai parlé de ça, de l'écoute globale. Et donc au final, on a eu par rapport à ces méthodes-là un retour très positif parce qu'à travers ça, c'est le déroulement de cette méthode-là, les gens avaient l'impression, et je pense que c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, on a pris en compte leurs besoins. Et pour vous donner un retour sur aujourd'hui ce projet-là, comment il va, je pense qu'il va très bien parce qu'il y a eu une synthèse qui a été faite des besoins qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Il y a eu un retour sur ces fameuses interviews et aujourd'hui le besoin est vraiment bien compris. Et je pense qu'il est sur de bons rails pour réussir. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Voilà, donc merci de votre attention. Et quand même, parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire et j'avais pas le temps, je vous ai mis plein de liens en fait, qui pointent sur des choses qui sont connexes à ce que je viens de dire. Le design thinking, qui est très lié avec la méthode Human Centered Design. Le service design, le design de service. Il y a en Italie l'école polytechnique de Milan qui travaille là-dessus et il y a une nana là-bas qui a fait un travail superbe sur tout ça, sur la conception de service. Et donc après vous avez des liens sur des choses qui sont très liées à ce dont je viens de vous parler. Voilà. Donc c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Debuté. J'ai une question. À ton avis, quelle est la part de chance que vous avez eue là, dans ta mission chez ADO? Parce que tu as l'air de décrire que la méthode, elle marche bien. Elle a particulièrement bien marché dans le cas d'ADO. Visiblement, vous aviez le vent en poupe. Et si ça avait dû coincer, est-ce que c'est adaptable? J'en sais rien. J'ai pas de réponse. Ça dépend vraiment des contextes. Je pense que la culture d'entreprise a un impact prépondérant là-dessus. Je le disais plusieurs fois, il faut comprendre la culture d'entreprise, mais il y a des fois, le simple fait, ça filme là? Oui. Je peux éteindre. Hein. On n'avait pas dit que c'était en direct. Le simple fait de vouloir comprendre la culture de l'entreprise peut être problématique déjà dans l'entreprise dans laquelle on est. J'ai cette impression-là. Parfois, l'entreprise n'a pas forcément envie d'être comprise de suite comme ça et qu'il y a peut-être besoin d'avoir un peu d'expérience dans l'entreprise avant de pouvoir comprendre cette culture-là d'entreprise. Et on n'a peut-être pas envie que toi tu arrives. Donc cette méthode-là, elle marche. Donc eux, IDEO, comme je vous disais, c'est sur des projets avec vraiment des gens dans des associations, ils ont fait des trucs. Ça a marché pour eux. En Inde, ils ont pu, vous verrez, il y a plein d'exemples dans le bouquin, mais en Inde, ils ont pu développer comme ça tout un programme comment dire, il y avait tout ce qui était, ils n'ont pas les moyens en Inde, par exemple, de se payer des lunettes. Et ils ont réfléchi à, ok, c'est pas faisable aujourd'hui de fabriquer, le coût est trop important de fabriquer des lunettes, mais pourtant il y a vraiment des problèmes de vue en Inde aujourd'hui, plein de gens qui ne peuvent pas se payer des lunettes, comment on fait? Et donc ils ont utilisé cette méthode-là, ils en sont arrivés à se dire, on va concevoir une lentille qui coûte $2, et puis ils ont trouvé quelqu'un en Inde qui pouvait arriver à fabriquer ça. Il y a vraiment toute une démarche qui est faite pour adresser les trois pans en même temps. Moi je pense que les contextes dans lesquels on peut, pour répondre à ta question, utiliser cette méthode-là, c'est des contextes qui sont ouverts sur une méthode. Déjà de base, il faut pouvoir. Faut arriver à l'amener. Le projet sur lequel j'étais a permis d'avoir, et puis on avait un client, un mec très ouvert sur les techniques qu'on pouvait utiliser, qui était très intéressé par tout ça. C'était possible. Je ne dis pas que c'est possible dans tous les contextes, c'est à voir. Comme je disais tout à l'heure, ça s'adapte au contexte, mais après, je pourrais faire une réponse un peu bateau, mais c'est vraiment, on est sur des choses qui sont valables, qui sont justes dans un contexte précis. Alors je ne peux pas conclure sur tous les contextes en fait. Je ne peux pas te donner, en réalité, je voulais répondre à ta question, mais je ne peux pas y répondre. En fait, je me rends compte là que je ne peux pas te donner une réponse précise sur ce que tu as dit. Si, c'est daté. Le bouquin en question, il vient de sortir ou Alors, il est régulièrement mis à jour. D'accord. J'ai aucune idée de la date.
Et tout ce qui est décrit à l'intérieur, les témoignages, Ouais. comme tu dis, etc., c'est pareil, ça remonte à il y a longtemps, ça a été fait récemment, tu sais un petit peu ou pas du tout? Il y a des trucs qui doivent dater de, je pense, 2008-2009 par là. D'accord. Des choses comme ça. Parce que je me souviens d'un des projets, j'avais cherché, je crois que ça s'appelle Okavango. Non. En Afrique, en fait, il y a une nana qui a travaillé de l'école polytechnique de Milan Mhm. et qui a travaillé avec IDEO, en fait, c'est un lien tout ça. Et elle a fait ce travail-là, ce projet-là, je crois que c'était en 2009. D'accord. Donc c'est des choses qui sont assez récentes. D'accord. Et c'est régulièrement mis à jour de manière collaborative. Mhm. C'est-à-dire que moi, typiquement, il n'y a pas longtemps, je les ai contactés, j'avais une traduction en français de ce truc-là. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais je désespère pas un jour d'avoir ce truc-là équivalent en français, parce qu'il y a des pays, je sais pas, en Afrique, qui ont peut-être besoin de ce bouquin-là dans une langue autre que l'anglais. Ouais. D'accord. J'aime bien l'anglais, mais c'est bien aussi en français. Et j'avais une autre remarque. Tu parlais tout à l'heure de questions de vocabulaire différents selon les personnes, etc. Et du coup, pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui et puis l'école, il me semble que justement un des rôles aussi des cogniticiens, justement, c'est de contribuer, quand on est sur des problèmes de vocabulaire comme ça entre différents métiers, à essayer justement aussi de lever le voile sur ces différences-là et essayer justement d'aller vers un vocabulaire un petit peu commun et qui parle à tout le monde. Voilà, mais c'était juste une petite remarque. Il me semble. Moi, c'est quelque chose qui me... Après, il y a des fois, ils sont clairement d'accord pour pas être d'accord. Oui, ah bah ça, c'est sûr. Sur un terme précis, projet par exemple, Tout à fait. ils sont d'accord pour pas être d'accord. Ouais. Mais ça, Et c'est encore autre chose. Je pense qu'à un moment donné, ils étaient d'accord aussi pour ne pas être d'accord. Mais c'est vrai, et si tu veux, ça m'a vraiment... tous les projets que j'ai pu faire pour l'instant, je m'aperçois systématiquement qu'au départ, il y a des incompréhensions de vocabulaire, il y a des mots qui sont utilisés pour dire des choses, 3 mots différents dans un même document pour dire la même chose. Il n'y a pas un vocabulaire précis et ça met du coup des incompréhensions dans le circuit. Une remarque et une question en fait. La remarque, c'est tu dis il n'y a pas de traduction, c'est-à-dire que tu leur as demandé est-ce qu'il y avait une traduction. Pourquoi est-ce que tu leur as pas demandé est-ce qu'on peut le traduire? Je ne l'ai pas demandé, je l'ai fait. Et oui, parce Il n'y avait pas, en fait, sur leur site, tu as plein de versions, tu as la version en anglais, tu as la version, je sais plus, il y a 5 ou 6 langues, tu n'as pas la version en fait en français. Et donc, pourquoi je l'ai traduit? C'est parce que moi j'étais dedans à ce moment-là dans mon projet, et très franchement ça me passionnait, donc du coup je m'y suis mis. Et j'ai dit tant qu'à faire, de toute manière si c'est fait, ils sont en train de le faire de leur côté, ben moi de mon côté j'avais cette étude-là à faire, donc je l'ai fait. Et puis je me suis dit c'est une plus-value, de toute manière ils l'auront en français.